présentation. D'accord. Donc en fait, je viens de terminer ma thèse à l'EPFL et c'était vraiment un cadre idéal pour faire une thèse de doctorat. De même, d'être aussi accepté et de commencer de travailler aussi à l'HES de Sierre, aussi, j'ai trouvé que c'était un super bon cadre pour être innovant et créatif dans le travail. Donc ma thèse, c'est sur j'avais développé dans la thèse un concept intitulé le CLIC, Creative Learning Innovation Cycle, qui tourne autour de la motivation des personnes créatives et en fait aussi sur comment l'organisation est censée stimuler la créativité. Ma question de recherche était pourquoi. Je voulais vraiment comprendre le pourquoi derrière que certaines pratiques managériales amenaient les collaborateurs à être créatifs et ils amenaient aussi leurs collaborateurs à terminer leur projet à temps, alors que d'autres pratiques managériales amenaient les collaborateurs à être frustrés et il y avait des retards dans les projets. Ce projet, en fait, il était divisé en 3 grandes étapes. Première étape, bien sûr, il y a la littérature. Ensuite, donc, il y avait donc la revue de la littérature. Ensuite, j'ai été en collaboration avec 2 entreprises. Une entreprise américaine, Pentair, où je suis parti chez eux étudier leur processus d'innovation pendant 2 mois aux États-Unis. Une petite entreprise, Bredam, qui se trouve à Saint-Sulpice et qui font un développement des projets biomédicaux. Et une collaboration étroite avec Dr. Gedd, qui était en fait le président du groupe aéronautique industriel suisse. Et en fait, c'est grâce à lui qu'il y a eu aussi ce déclic pour la méthode du CLIC. Ensuite, il a eu une expérience. Et tout cela a été on a eu un support vraiment précieux de la part de Java Capital as a grant pour développer ce projet. Donc, dans la littérature, avant toute définition de la créativité dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on veut dire par créativité? Dans la littérature, tout simplement, il ne suffit pas seulement de créer quelque chose de beau et de nouveau, mais ce produit ou bien ce service est censé répondre à un besoin, ou bien est censé être une solution à un problème. Et c'est la première, c'est le first step dans le processus de l'innovation, parce qu'une fois cette idée créative, ou bien ce produit créatif est adopté par le groupe, et ensuite par l'entreprise, et à la fin, il est commercialisé, là, on parle de l'innovation. Sinon, ça sera une découverte, ça sera dans la vitrine de l'entreprise. Maintenant, aussi, on parle donc des chefs ou bien des leaders, leadership for creativity, donc ce sont les managers responsables des équipes, ce sont les chefs directs qui peuvent allouer les ressources à ces personnes-là, donc qui peuvent en fait avoir un impact direct sur l'atmosphère du travail. Pour continuer dans cela, on sait aussi que pour être créatif, on a besoin d'un challenge. Sans le challenge, les gens ne peuvent pas faire attention ou bien payer attention aux idées innovatrices. D'un autre côté, on sait très bien que dans les entreprises, c'est un système dynamique, c'est un système en évolution, il est toujours en interaction avec son environnement qui est toujours en changement, et ces changements sont aussi des sources de stress, et qui peuvent aussi qui peuvent influencer le processus de développement par un retard. Encore une deuxième source de stress. Et troisièmement, on sait très bien, comme on vient de voir, que le output de la créativité est incertain. On ne sait pas encore à quoi on va aboutir. Donc, d'un côté, il y a un stress important de l'extérieur, mais d'un autre côté, on a besoin d'un certain niveau de stress pour que les gens soient créatifs. Encore toujours, dans la littérature, on va arriver à la pratique. Je terminerai par un exemple très pratique. Donc, on trouve qu'il faut en fait que les gens, pour qu'ils soient créatifs, on a besoin d'un niveau de stress optimal, mais en même temps, il faut leur allouer le temps nécessaire et les ressources nécessaires pour qu'ils soient créatifs. Et dans ces cas-là, ils vont être dans un état qu'on appelle le flow. Qu'est-ce que le flow? Alors, on a 2 axes. C'est une théorie en psychologie qui est très bien appliquée en psychologie, mais très peu dans le monde du management et des entreprises.
ce qui se passe, c'est qu'on a un axe ici pour la difficulté de la tâche, et l'axe des X. On m'entend? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Alors, sur les axes des X, on a en fait le niveau de l'expertise de ces personnes-là. Je facilite. J'ai été sportif dans ma vie, j'ai fait 3 fois la patrouille des glaciers, je fais le polyathlon, mais j'ai jamais joué du tennis. Maintenant, si je vais jouer du tennis avec Roger Federer, eh bien, mon niveau d'expertise au tennis, il va se trouver ici. Par contre, la difficulté de la tâche, waouh, et du coup, je vais avoir peur. Je ne pourrais pas jouer contre Federer. Inversement. Inversement, pour Federer, là, c'est bon? Okay. Pour Federer, le niveau d'expertise, il est assez élevé, et par contre, le challenge, ben, il ne va pas jouer contre moi, c'est sûr. Mais si on met un Federer et un Nadal face à face, là, tous les deux vont être en fait absorbés par leur travail, ils sont intrinsèquement motivés par leur travail, et celui qui gagne, bien sûr, il a un plaisir énorme quand il gagne. C'est cet état-là, en fait, où certains managers arrivaient à mettre leurs créateurs dans cet état, et du coup, leur niveau de créativité était optimal, et sinon, en fait, en gérant les ressources de l'entreprise, ces managers-là arrivaient à rendre le niveau le challenge assez élevé quand on coupe les ressources, et on va voir ça pratiquement. Voilà. J'ai joué en fait avec 2 modèles qui se trouvaient dans les entreprises intéressants. Celui de Ron Sanchez qui est sur l'apprentissage ou bien comment créer des knowledge creation dans les organisations, et le modèle de Amabile qu'il a développé dans Harvard Business School. Bref, j'ai pu trouver que ces 2 chercheurs, ils avaient en fait parlé de New Knowledge et Creative Ideas, c'était la même définition. Ensuite, j'ai trouvé que chez Amabile, elle a très bien développé le concept de la motivation intrinsèque, qui est en fait une composante importante dans les composantes de la créativité individuelle, et comment les managers sont censés aussi faire très attention à cette composante-là, parce qu'on peut être un très bon expert, on peut avoir des creativity skills, comme par exemple thinking outside the box, et ce sont des choses qu'on peut apprendre, on peut les avoir, mais si on n'est pas intrinsèquement motivé, la créativité ne sera pas optimale. Alors, elle a très bien développé cela, par contre, elle n'a pas expliqué comment transférer cette nouvelle idée créative de l'individu au groupe, à son environnement interne, pour que ça soit adopté par l'entreprise. Par contre, Ron Sanchez, de son côté, il a très bien expliqué comment les nouvelles idées, quand elles sortent de l'individu, sont censées être gérées de l'individu au team, à l'entreprise, ensuite de l'entreprise au team, et à nouveau à l'individu, pour que l'individu à nouveau crée de nouvelles connaissances. Et pour terminer, tous les deux chercheurs, ils n'ont pas introduit dans leur modèle l'interaction externe, l'interaction de l'environnement externe, qui peuvent influencer le decision making de ces leaders, qui ont un impact, comme on a dit tout à l'heure, direct sur les composantes de la créativité. Alors, j'ai intégré ces 2 modèles, et en intégrant l'interaction avec le monde externe, on a le CLIC, Creative Learning Innovation Cycle. Dans le cours de master que je vais enseigner dans le 2e semestre, il y aura l'approfondissement théorique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici pratiquement? Je vais donner l'exemple tout de suite pratique. On sait que dans la phase du New Product Development, donc dans l'innovation, on a donc la première phase de la planification, et normalement, on a la communication qui se passe de Voice of the Customer, donc du client, qui part pour Sales, Marketing, Technical Support, et ensuite aux ingénieurs. Ça, c'est dans un cas classique. Mais on peut être sûr là que les ingénieurs, c'est un peu comme le téléphone cassé, les ingénieurs, s'ils n'ont pas en fait un accès aussi eux-mêmes to the voice of the customer, aux demandes du client, là ils ne seront pas absorbés par leur travail. Et aussi
aussi dans les communications, ils ont aussi besoin d'être en contact avec chaque personne qui peut amener une valeur ajoutée aux produits développés. Donc, les managers, sur une première étape, sont censés gérer ces canaux de communication afin de stimuler l'absorption, qui est le premier facteur dans le flow. En se basant sur ça, en ayant ces données-là, les ingénieurs peuvent en fait estimer un certain temps T pour le développement. En ayant cette estimation, est-ce qu'on est sûr que ce temps T sera respecté pour le développement? Qui peut nous répondre rapidement? Oui ou non? Qui dit oui? Alors tout le monde dit non. Eh bien non, c'est vrai. Parce qu'à une deuxième étape, on a besoin en fait de l'attention accordée de la part du chef à ces personnes-là. On a besoin en fait, le chef est censé être à l'écoute de ces ingénieurs, de son team, parce que ces ingénieurs en fait, ce sont des gens très en fait un peu intègres si on veut dire. Ils ne prennent pas en considération les difficultés, ne prennent pas en considération les imprévus quand ils mettent généralement leur planification, plein de choses. Et c'est là le rôle du manager qui est très important. Et du coup, on peut donner plus de temps et non pas couper le temps. Parce que quand on coupe le temps de développement, on est sûr, comme Dr. Galvi le dit, un manager va se casser la figure. Là, on arrive à la phase de commercialisation. Ce qui est important, ce que je n'ai pas dit à cette étape-là, c'est que là, on stimule la motivation intrinsèque, la deuxième composante du flow. Et troisièmement, lors de la phase de commercialisation, il est très important que ces ingénieurs touchent à leur exploit. En d'autres termes, s'il y a un salon, s'il y a une exposition, c'est très important que ces ingénieurs soient présents et que c'est eux-mêmes qui voient la première réaction du client face aux produits qu'ils ont développés pendant des mois ou bien des années, ce qui est une source d'inspiration importante, soit pour améliorer le produit existant, soit pour développer un nouveau produit qui peut répondre à leurs besoins. Et là, c'est très gratifiant pour eux. Et c'est là où on stimule le troisième facteur qui est le plaisir dans le travail. Je termine avec une théorie. Voilà. On a pu, finalement, le travail l'a conduit à une théorie. Rapidement, je peux dire qu'au niveau, on sait que si on a beaucoup de ressources, la créativité n'est pas stimulée. Si on a peu de ressources, aussi la créativité n'est pas stimulée. Ça, c'est le niveau de la créativité. Donc, on a pu en fait mettre un ordre hiérarchique pour ces ressources, et précisément les canaux de communication et le temps alloué à ces personnes-là. On peut voir ici à titre indicatif que en mettant les ingénieurs en contact direct avec le client lors de la phase de commercialisation, on atteint le niveau de la courbe sera à ce niveau-là, c'est à titre estimatif, je répète. Ensuite, quand le client est intégré lors de la phase du testing, on augmente davantage la créativité. Après, troisième étape, si les managers they pay attention, donc ils sont à l'écoute de leurs collaborateurs et ils leur accordent le temps d'une façon rationnelle, on est encore en train d'augmenter le niveau de la créativité. Quatrièmement, le contact avec toutes les personnes qui peuvent amener une valeur ajoutée à ce produit. Là, l'impact il est encore positif sur la créativité. Et tout cela, c'est vraiment important. À ce niveau-là, on peut toujours créer ou développer un très bon produit. Mais si ce produit, pour que ce produit soit vraiment commercialisé, il faut en premier temps, lors de la phase de la planification, que ces ingénieurs soient en contact avec les demandes du client, qu'ils soient au clair à ce niveau-là. Je termine, avant de passer le micro à Dr. Gell, c'est que quand j'étais aux États-Unis, en interviewant le Vice President of Marketing de Panther, il m'a dit, you know Vincent, les gens avaient l'habitude de vivre pour travailler. De nos jours, vu qu'il est jeune aussi, on avait presque le même âge, les gens, ils veulent travailler pour vivre. Je lui ai dit, à travers ce travail, on espère que les gens trouveront du plaisir à travailler, alors ils pourront savourer la vie. Je passe, en fait, et aussi pour l'anecdote, j'ai une collègue, une fois elle m'a dit, mais tu as passé 3 ans et demi, 4 ans à faire ce travail pour me dire tout ça, seulement mettre cette priorité pour les ressources.
Ben, si c'est si facile, je laisse Dr. Gued expliquer la facilité de l'application d'un processus pareil. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de m'accorder un petit peu de votre temps. En 2 mots, j'ai une 50aine d'années d'expérience. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots la quintessence de ce que j'ai découvert. J'ai fait 10 ans de recherche spatiale, de l'astronomie surtout. J'ai ensuite été pendant 10 ans dans l'industrie, 20 ans en tant que conseiller pour les programmes de recherche et développement. Et puis depuis 10 ans, je suis de nouveau dans l'aéronautique, impliqué dans les programmes européens de recherche, des programmes cadres. Si je prends l'innovation, j'aimerais au fond revenir sur... il a changé de l'ordre, c'est pas grave. C'est au fond, on parle de l'innovation un petit peu aujourd'hui à toutes les sources. Madame Le Letard dit on va sortir du nucléaire, en innovant, on va résoudre les problèmes. Le programme cadre européen, le prochain programme cadre, qui va durer de 14 à 20, est un programme qui inclut le mot Strategic Research Innovation Agenda. Ce n'est pas seulement la recherche, c'est aussi l'innovation. Maintenant, que peut-on dire de cette innovation? Et je remercie beaucoup M. Bock d'avoir fait une très bonne description. Au fond, il y a, à mon avis, 2 catégories. L'innovation organisée et l'innovation non organisée ou sauvage, imprévisible, que vous avez extrêmement bien décrit. Mais ce qu'il y a de commun dans tous les cas, c'est qu'on peut dire qu'il y a 2% d'imagination, 98% de transpiration. Il faut qu'il y ait des hommes qui croient et non pas aveuglément. L'aveuglement est souvent, fréquemment là et conduit souvent à la catastrophe. Il faut être clairvoyant. Il faut faire l'humilité. Plus que partout ailleurs, la tartine tombera côté confiture sur le sol. Et là, il y a une très bonne raison de le faire, parce que c'est physiquement juste. La confiture qui est sur la tartine augmente le poids au-dessus, le centre de gravité dessus, et donc elle va tomber sur le... Mais beaucoup de gens n'y croient pas. Il faut être conséquent, et également, il faut de l'intelligence. Je crois que si un management n'est pas capable de comprendre les problèmes qu'on lui soumet, il ne doit pas tout comprendre, c'est dans tous les domaines, mais s'il n'est pas capable de comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'on lui propose, eh bien, il ferait mieux de faire autre chose que de l'industrie. Et en fin de compte, il faut avoir une bonne concordance avec les besoins du marché. Quelques exemples. De la catégorie de l'innovation organisée. Vous savez que dans l'aéronautique, on essaie beaucoup de réduire la consommation. Or, avec les turbines conventionnelles, les améliorations progressives qui sont encore en train de se faire ont permis de descendre, de diminuer la consommation. Et maintenant, on passe sur de nouvelles turbines avec ce qu'on appelle les rotors ouverts. Ce sont 2 grands rotors qui tournent en sens inverse et qui permettraient, au fond, de réduire de 20% la consommation des avions pour le même genre de performance. Le problème, par contre, c'est le bruit. Ces hélices-là font beaucoup plus de bruit, et là maintenant, tout l'effort est dans la maîtrise de la vibration de ces pales. Et dans l'un des programmes de la Commission européenne, l'école polytechnique de Lausanne est impliquée. Elle a mis dans ces pales des fibres, des éléments mémoire, des cartes mémoire, de manière à pouvoir, selon les états de vibration, de décoller, de dérive ou autre, de changer les fréquences propres de ces pales pour réduire le bruit. Mais ça, c'est un programme qui est long. Ce n'est pas de l'innovation qu'on crée comme ça et qu'on parle d'une idée. Ça représente des étapes très importantes, ce qu'on appelle les degrés de maturité, les degrés de maturité qui sont au fond très lents, et il faut compter une quinzaine d'années, même plus, pour passer de l'idée initiale à avoir les premiers moteurs testés sur un avion. Donc ça, c'est aussi un processus d'innovation, mais qui va donc être un processus très long, et il va falloir des problèmes de management et autres qui sont tout à fait différents. Dans le cas d'autres exemples, si je prends les inventions, là il y a beaucoup d'exemples, comme par exemple Bolex.
C'est quelqu'un qui est venu chez Payard en disant, écoutez, moi j'ai une petite caméra, oui, ils l'ont pris et ça a créé la marque Rolex. De même pour l'Hermès Baby. Plus tard, on est venu proposer à Payard de la xérographie qui avait été développée à Athènes, ils n'ont pas pris. On a proposé le Super 8, ils n'ont pas pris. Pourquoi? C'était plus le même management. La souris est un autre exemple aussi de développement accidentel où par un concours de circonstances, partant du professeur Nicou, à travers un petit laboratoire de atelier du Jura, la souris est arrivée en Amérique et elle s'est développée par elle-même. L'affichage à cristaux liquides est un autre exemple où, par exemple, l'affichage à cristaux liquides a été inventé par ABB à Baden et quelqu'un a décrété que ça ne marchait pas. C'est pas bon et tout, ils l'ont vendu aux Japonais et vous savez ce que c'est que maintenant ces affichages. De même, Windows, c'est amusant de savoir que tout le concept des fenêtres a été développé par un institut de recherche de Xerox. Et partant de ces recherches, on a trouvé les fenêtres de Windows d'Apple, le touchscreen, toute l'interface entre l'homme et la machine. Et Xerox n'a pas su en profiter. Pourquoi? Parce que Xerox vendait du papier. Ouais, c'était des gens qui vendaient du papier, ils ne vendaient pas de machine. Et si je reprends enfin l'exemple de l'iPhone pour revenir sur un dernier exemple, imaginez que l'iPhone est un bon succès. Eh bien, vous utilisez aujourd'hui le 4S, il y a le 5S qui est en train de sortir, mais vous pouvez être sûr que le 6S, ou 6, je ne sais pas quoi, est déjà dans le pipeline, et que le 7S est en préparation et qu'on est en train de réfléchir au 8S. Donc vous voyez, selon le domaine, selon le marché où vous êtes, tout le processus d'innovation, de créativité, etc., se manifeste de façon très différente. Et ce qu'il y a de plus, au fond, de plus important, c'est d'abord qu'il faut avoir de la chance. C'est indéniable. Il faut écouter, comprendre, traduire et appliquer. Par exemple, les risques financiers, ça veut dire plus cher. Les risques techniques, ça veut dire moins bon et plus tard. Les risques commerciaux, c'est des coûts et des contraintes, etc. Le succès signifie la trésorerie. Un projet qui a du succès est un projet qui demande de l'argent. Quelqu'un qui ne veut pas en raconter tout de suite, je crois que c'était la force peut-être de M. Hayek de ne pas vouloir avoir un objectif rapide, mais de savoir au fond investir à long terme. Il faut bien réfléchir avant de se lancer, persévérer, y croire sans être aveugle. Savoir reconnaître quand il faut s'arrêter et bien gérer les hommes. Je crois que le plus important, et c'est peut-être à travers ces différentes présentations qui nous ont été faites, c'est la gestion des hommes, de savoir les respecter, de savoir les motiver, et surtout de ne pas les démotiver. Ce n'est pas mon représentation ici, mais souvent, la gestion des ingénieurs est un art. Je dirais l'innovation est un art plutôt qu'un métier, et c'est un art de savoir, au fond, motiver les gens pour qu'ils sortent d'eux-mêmes et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une affaire de respect, c'est une affaire de compréhension et d'écoute. Et je crois que la démonstration que vous avez, c'était au tout début, vous avez montré, quelqu'un a montré les compétences de l'innovation. Eh bien, vous retrouvez ces besoins, ces compétences sont très importantes, de savoir écouter, de savoir motiver, de savoir transmettre, de savoir respecter. Voilà, c'est un petit peu les conseils que je peux vous donner après 50 ans d'expérience. Merci.